Voilà ce que disait P. Diddy à son avocat Marc Agnifilo. Nous sommes près de 9 milliards de personnes sur Terre. Et sur les 9 milliards, 7 milliards consomment Instagram, TikTok, pendant que toi, tu mènes la bataille médiatique sur CNN. Tu n'es clairement pas sur le bon canal de communication. We are losing. Nous sommes en train de perdre. Down, and I am going to let you professionals look at the situation and come back to me with a solution. No matter what nobody said, let's just here and there, y'all are not working together the right way. We're losing. Et nous avons besoin d'un communicant habitué à des dossiers à scandale qui engendrent de la propagande et une médiatisation importante, comme c'est le cas pour mon affaire. Tels étaient donc les propos de P. Diddy à l'égard de son avocat principal, Maître Marc Agnifilo, lors de cet extrait que nous a fourni Netflix. Extrait, séquence par ailleurs qui est inédite, puisque c'est la première fois qu'un documentaire montre le concerné, Sean Combs, P. Diddy, dans un cadre privé, en train de se confier sur ses inquiétudes concernant l'éventuel procès et les éventuelles inculpations que les fédéraux pourraient lui imposer. Bienvenue sur ma chaîne Scandale et Justice. Scandale et Justice, c'est une chronique juridique qui traite d'affaires criminelles, qui traite de criminalité sexuelle de manière spécifique et une criminalité impliquant parfois des personnalités publiques telles que Monsieur Sean Combs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maître Diane Ayeva Ingani. Je suis avocate à Paris depuis 6 ans bientôt. Je suis spécialisée en droit des affaires et je traite sur cette chronique juridique Scandale et Justice d'affaires criminelles. Si vous avez des besoins, j'ai pris le soin de laisser mon lien Calendly en barre de description. Comme ça, vous pouvez prendre rendez-vous et nous allons peut-être pouvoir vous aider dans le cadre de vos problématiques juridiques. Avant toute chose, je voudrais vous remercier pour tous les commentaires et en tout cas le support dont vous avez fait part pour ma vidéo concernant l'affaire Grégory. Donc n'oubliez pas, continuez sur cette lancée, continuez de liker et de commenter mes vidéos pour qu'elles puissent être diffusées au plus grand nombre et tout simplement pour m'encourager à vous fournir ce travail minutieux que je fais sur les affaires criminelles emblématiques. Alors pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'ai commencé cette chaîne en juin dernier et j'ai commencé par traiter de l'affaire Sean Combs. Alors, c'est compliqué aujourd'hui de ne pas savoir qui est Sean Combs, mais je vais quand même essayer de recontextualiser les choses et commencer par vous expliquer qui est Sean Combs, appelé communément P. Diddy. Alors, P. Diddy, c'est un rappeur, homme d'affaires, producteur de musique originaire de New York. Il est né à la fin des années 60, en 1969, dans l'État de New York, dans la côte est des États-Unis. Dans les années 90, il commence sa carrière auprès d'un label très connu à l'époque, un label qui s'intitulait Uptown Records. Il commence en tant que stagiaire et devient très vite directeur, donc il est promu très rapidement avant d'être renvoyé et de lancer son propre label Bad Boy Records. C'est un label à succès. Il a par ailleurs signé pas mal d'artistes connus tels que Mary J. Blige, Notorious B.I.G., appelé communément Biggie Small, mais aussi Craig Mack. Le rappeur est accusé depuis quelques années d'avoir, dans le cadre de son entreprise Bad Boy Records, abusé de certains de ses employés, trafiqué sexuellement plusieurs de ses petits amis, dont la chanteuse Cassie Ventura. Et donc, il a été impliqué pour les faits suivants: trafic sexuel, association de malfaiteurs et transport de personnes à des fins de prostitution. Récemment, il y a un ultime documentaire qui relate sa vie et toutes les accusations d'abus sexuels dont il a fait part dans le cadre de son entreprise Bad Boy Records, mais pas seulement. Et ce documentaire est produit par
50 Cent, un rappeur, donc un homologue de P. Diddy qui est lui aussi un rappeur et homme d'affaires, on parlera de lui tout à l'heure, qui produit donc ce documentaire qui s'intitule Sean Combs The Reckoning, en français Sean Combs, l'heure des comptes, document produit en collaboration avec Netflix. Il a été classé pendant plusieurs semaines dans plusieurs pays, numéro 1 de tous les contenus qui sont donc sur la plateforme Netflix. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le documentaire, spoiler alert. Je vais parler de quelques éléments du documentaire, mais vous pouvez très bien consommer cette vidéo avant de voir le documentaire, surtout si vous connaissez déjà l'affaire P. Diddy, ça vous permettra d'avoir quelques éléments avant de pouvoir consommer le documentaire. Mais je sais qu'il y a des gens qui veulent découvrir tout, donc sans avoir d'éléments avant de regarder un contenu, une vidéo ou un film quelconque. Donc, je vous préviens d'ores et déjà maintenant, il y aura quelques éléments que je vais mentionner qui sont dans le documentaire. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, j'ai commencé avec l'affaire P. Diddy. J'ai commencé à parler du procès de Monsieur P. Diddy et ce qui m'a vraiment frappé dans ce documentaire, c'est qu'on commence avec une séquence qui est censée être une séquence privée. On voit Sean Combs dans un hôtel à New York qui parle avec son avocat, Maître Agnifilo, et il s'entretient avec lui sur la stratégie de communication. Sean Combs n'a pas du tout l'air satisfait de la stratégie de ses avocats. Il lui parle sur un ton qui est quand même plus ou moins sévère. Donc pour vous, les clients, c'est un petit peu un reflet de la manière avec laquelle on est parfois traité lorsque les clients ne sont pas satisfaits, c'est-à-dire vraiment avec un langage très dur, c'est-à-dire we are losing, nous sommes en train de perdre. On comprend que Sean Combs, il est déjà dans son procès. À ce moment-là, il est ni inculpé, ce que lui rappelle son avocat. Tu n'as pas à t'en faire, pour le moment, tout va bien, tu n'as rien fait et il n'y a aucune inculpation pour le moment de la part du procureur. Mais on voit que Sean Combs s'inquiète quand même parce qu'il consomme les réseaux sociaux comme tout le monde et il voit que les choses ne vont pas dans son sens. Et comme je vous l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos sur l'affaire Diddy, notamment la première vidéo qui s'intitule « Le sort entre les mains du jury », le jury qui est censé décider du sort de Sean Combs, c'est un jury populaire. C'est un jury qui est composé donc de ses co-citoyens américains qui résident dans la ville de New York. Et ce jury, il est comme tous les citoyens américains et comme tous les citoyens du monde qui en ont la possibilité, il est sur les réseaux sociaux. Et Sean Combs, qui est un grand stratège, sans quoi il ne serait pas arrivé à construire un empire tel que Bad Boy Records et avoir autant d'argent qu'il a, même si on sait qu'il est certainement passé par des pratiques peu recommandables, c'est quand même un stratège, ça on ne peut pas le lui enlever. Et il comprend tout de suite qu'ils sont en train de perdre la bataille médiatique et il demande donc à ses avocats de réorienter leur stratégie qu'ils ont canalisée sur des médias classiques tels que CNN pour pouvoir les réorienter en fait ces stratégies sur les réseaux sociaux, là où se trouve le jury. Alors, quand on regarde cette séquence, on a vraiment l'impression, d'ailleurs, pas seulement la séquence, mais quasiment tout le premier épisode, à quelques exceptions près, puisqu'il y a quand même un témoignage qui va, on va dire, à l'encontre de Sean Combs, puisqu'il est accusé par une femme magnifique, soit dit en passant. Mais quand même, j'ai l'impression qu'après ce premier épisode, on va consommer un documentaire qui va en faveur de Sean Combs. On a l'impression que le documentaire est produit par Sean Combs pour Sean Combs afin qu'il puisse donner sa version des faits. Puisqu'on se retrouve dans un cadre intime où justement il partage ses impressions, ses émotions et il ne comprend pas toutes les accusations qui sont portées à son encontre et il nous dit même qu'il ne serait pas en mesure d'accepter ou bien de supporter des accusations supplémentaires. Donc là, on se dit, c'est quand même bizarre. On est censé quand même être dans un documentaire qui s'appelle Sean Combs The Reckoning, l'heure des comptes. On se dit qu'on va avoir des éléments qui vont être à charge contre P. Diddy,
Mais là, on a l'impression carrément que ça va être un documentaire sur sa vie. On nous montre un petit peu comment il a débuté, comment il arrive à construire son empire, par quoi il est passé, etc. Donc, on a l'impression que c'est un documentaire qui va valoriser le parcours de Sean Combs, l'entrepreneur qu'il est et le rappeur à succès qu'il a été. Coup de tonnerre, ça ne va absolument pas être le cas. C'est un documentaire qui est accablant. Pour la simple et bonne raison que ce documentaire est produit par l'un de ses rivaux principaux, qui est 50 Cent, appelé communément, de son vrai nom, Curtis Jackson, et appelé communément 50 Cent. C'est un rappeur, lui aussi, qui est originaire de New York, mais qui a entretenu une rivalité sans nom depuis plusieurs décennies avec Monsieur Sean Combs. Pour ceux qui ne connaissent pas les prémices de cette rivalité, je vais quand même prendre le temps de vous expliquer pourquoi 50 Cent a une dent contre Sean Combs, donc P. Diddy. Les prémices de leur rivalité. Ça commence dans les années 90. À ce moment-là, Monsieur Sean Combs, P. Diddy, c'est le gatekeeper de la côte Est. C'est le faiseur de rois, c'est le faiseur de carrière. Il est tellement puissant, il a tellement de pouvoir que c'est très compliqué de pouvoir exceller sur la côte Est quand on est un rappeur sans passer par P. Diddy et son label Bad Boy Records. Ce qui va se passer, c'est que à la fin des années 90, P. Diddy Combs est en couple avec Jennifer Lopez. Et Jennifer Lopez collabore avec des personnes qui travaillent eux aussi avec Curtis Jackson, soit 50 Cent. Et donc, à ce moment-là, 50 Cent a du succès, il est extrêmement talentueux. Et donc, Jennifer Lopez recommande à son petit ami de l'époque, Sean Combs, donc P. Diddy, de travailler avec 50 Cent. Sauf qu'à ce moment-là, P. Diddy a de nombreuses affaires. Ceux qui ont suivi toutes mes vidéos, notamment la deuxième vidéo que j'ai faite sur Sean Combs, celle-ci, allez la voir dès que vous finissez cette vidéo, vous comprendrez que dans les années 90, Sean Combs a eu pas mal de soucis. D'ailleurs, ces éléments sont relatés dans tout le documentaire. C'est pour ça que ceux qui ont suivi mes vidéos sur Sean Combs, au final, ce documentaire ne va pas vous apporter beaucoup d'éléments. On parle d'ailleurs du match de basket qui a été organisé au début des années 90. Match de basket qui s'est terminé en bain de sang et qui a causé la mort de plusieurs personnes. On parle également de la fusillade qui a eu lieu en présence de Jennifer Lopez et qui a causé l'arrestation et la condamnation du rappeur Shyne. On parle également de l'agression de Steve Tout, l'un de ses collaborateurs. En tout cas, il y a pas mal d'affaires dans lesquelles il était impliqué dans les années 90. Et donc, au moment où on lui demande, ou on lui recommande de signer avec Curtis Jackson, déjà, premièrement, il n'a pas vraiment la tête à ça. Et deuxièmement, Curtis Jackson est lui-même connu pour ses clashs avec d'autres personnes, notamment avec Ja Rule et son label Murder Inc. Donc, Sean Combs, à ce moment-là, il a juste envie de se faire discret et il ne peut pas s'accopiner avec quelqu'un qui a déjà pas mal de problèmes judiciaires. Donc, il refuse de signer 50 Cent, Curtis Jackson, mettant ainsi quelque part les bâtons dans les roues à la carrière de ce jeune rappeur. Donc, ce qu'est obligé de faire 50 Cent, c'est d'aller sur la côte ouest où ces problèmes judiciaires ne sont peut-être pas connus. Enfin, je ne sais pas si c'était vraiment des problèmes judiciaires. En tout cas, les nombreux clashs qu'il avait n'étaient pas nécessairement connus. Et à ce moment-là, son talent a été reconnu sur la côte ouest et il a pu signer auprès de Dr. Dre et collaborer avec d'autres rappeurs comme Eminem. Donc ça, c'est vraiment les prémices de leur rivalité. C'est-à-dire, Sean Combs n'a pas vraiment, 50 Cent n'a pas vraiment digéré le fait que Sean Combs ait refusé de le signer auprès de son label Bad Boy Records. Deuxième élément qui concerne leur rivalité, dans les années 90, début des années 2000 jusqu'à 2007-2010,
P. Diddy se reconvertit. Il n'est plus seulement dans la musique, c'est un homme d'affaires à succès. Et comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, il crée sa marque qui s'appelle Sean Jones, mais il s'implique aussi dans les milieux des boissons alcoolisées et devient la figure principale d'une marque de vodka appelée Ciroc. Donc pour ceux qui connaissent, on le voyait dans tous ces clips à l'époque avec des bouteilles d'alcool Ciroc. Ciroc, c'était vraiment synonyme de fête et de célébration dans le milieu afro-américain et pas seulement dans le milieu du rap en général. Et donc ce que va faire 50 Cent, c'est qu'il va directement rivaliser avec Sean Combs, puisque lui, peu de temps après, va aussi s'impliquer dans le domaine des ventes de boissons alcoolisées. Il achète des parts d'une marque de vodka qui s'appelle FN. Et là, encore une fois, les deux rappeurs sont face à face. Et pour moi, ce qui va vraiment mettre de l'huile sur le feu dans le rapport de force qui existe entre les deux rappeurs, c'est lorsque Sean Combs va décider de se mettre en couple avec la mère d'un des enfants de 50 Cent, qui est d'ailleurs Daphne Joy, qui a témoigné pendant plusieurs jours dans le cadre du procès s'est tenu l'an dernier à l'encontre de Monsieur Sean Combs. Elle a témoigné pendant plusieurs jours, il me semble, avoir été droguée par le mania du hip-hop Sean Combs, avoir été trafiquée sexuellement, avoir été impliquée dans des freak-offs quasiment sans son consentement. Donc, du coup, ce qu'on comprend, c'est que Sean Combs se met en couple avec l'ex de 50 Cent, avec qui il avait eu un enfant, avec qui il a un enfant, et il ne la respecte pas. Et le fait qu'il sorte avec l'ex de 50 Cent et qu'il la traite de cette façon, ça a tout simplement ancré la haine qu'avait 50 Cent à l'encontre de P. Diddy. Est-ce que ce reportage, ce n'est pas finalement un règlement de compte? 50 Cent a fait plusieurs interviews. D'ailleurs, il a pris le soin d'aller sur des chaînes comme ABC qui sont diffusées dans des prisons. Et il s'explique sur ses intentions concernant ce documentaire, parce qu'on peut se poser la question de savoir finalement quel est l'intérêt de ce documentaire. Des documentaires sur P. Diddy, il y en a eu des dizaines. Il y en a un qui a été diffusé notamment sur la plateforme Prime qui s'appelle The Fallout of Diddy, où on voit effectivement une dizaine de personnes qui s'estiment avoir été victimes d'abus sexuels, d'escroqueries ou autres de la part de Bad Boy Records et de Sean Combs. Un documentaire qui est extrêmement complet, qui comprend également plusieurs épisodes, sans compter les documentaires qui ont été faits par d'autres médias plus classiques, comme peut-être pas CNN, mais en tout cas à l'instar de CNN, des médias qui sont plus reconnus, on va dire. En tout cas, il y a des dizaines de reportages sur le sujet. Et en plus de ça, Monsieur Sean Combs, il est déjà en prison actuellement. Il a été condamné en octobre dernier pour des faits de transport d'êtres humains à des fins de prostitution. Il a été acquitté pour le RICO et acquitté, donc le RICO, c'est l'association de malfaiteurs. Il a été également acquitté pour le trafic sexuel. Mais bon, il est quand même en prison actuellement. Donc, ce documentaire n'a pas vraiment vocation, par exemple, comme celui que Netflix a produit, enfin, en tout cas, pour lequel il a collaboré, celui de R. Kelly, Surviving R. Kelly, qui, lui, est arrivé avant le procès de R. Kelly et qui a probablement contribué à la condamnation de R. Kelly, qui, soit dit en passant, a été condamné pour association de malfaiteurs. Là, on ne comprend pas bien l'intérêt. P. Diddy est déjà condamné. Il y a déjà eu pas mal de reportages qui donnent la parole aux victimes et qui mettent en lumière les dérives du hip-hop. Donc, on ne comprend pas vraiment quel est l'objectif de ce documentaire. Si jusqu'à présent, vous n'avez pas encore liké la vidéo, sachez que c'est un problème. Parce que si vous êtes toujours là, à ce moment-là, c'est que la vidéo vous apporte des informations, des éléments
vous plaît tout simplement. Et pour soutenir mon travail, il est primordial de liker la vidéo et si vous pouvez, laisser même un commentaire pour me donner votre avis parce que j'ai besoin aussi de savoir quels sont vos retours pour ceux qui ont vu le documentaire, pour ceux qui connaissent le clash entre P. Diddy et 50 Cent. C'est important pour moi de savoir finalement, vous, quel est votre avis. Donc, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à liker la vidéo. À ce stade, on avait quasiment toutes les informations. Pas mal de victimes ont été interrogées, que ce soit dans le cadre du procès dont on a pu avoir la description en détail quasiment. Pas mal de documentaires ont été faits et P. Diddy a déjà été condamné. Donc pour moi, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, on est vraiment dans un règlement de compte. D'ailleurs, le titre fait écho. Le titre du documentaire, c'est bien l'heure des comptes. On est d'accord. Donc, pour moi, c'est vraiment un règlement de compte. Certes, il y a des éléments inédits, comme certains témoignages de Aubrey O'Day, par exemple, qu'on n'avait pas, qui est l'une des anciennes salariées de P. Diddy, qui fournit vraiment un gros témoignage dans le cadre de ce documentaire. Je ne vais pas spoiler plus que ça, je vous laisserai découvrir. On a le témoignage de Aubrey O'Day qu'on n'avait pas avant, qui n'avait pas été appelé à la barre. Ok, c'est un élément supplémentaire, mais en réalité, son témoignage est singulier parce que c'est son histoire, mais il ne m'a pas apporté grand-chose en termes d'information puisque c'est le témoignage, c'est des témoignages, on a eu des témoignages semblables dans bon nombre des documents. Dans The Fallout of Diddy, c'était quasiment que des témoignages comme ça. Dans le cadre du procès, pour ceux qui ont suivi, c'était que des témoignages comme ça. Si ce n'est parfois pire, on a eu des cas d'enlèvement, bref, des choses absolument sordides. Donc, effectivement, il a donné la parole aux victimes. Il a donné la parole, par exemple, à Aubrey O'Day. Et on ne se demande pas s'il y avait un contrat d'exclusivité parce qu'elle n'a ni témoigné dans The Fallout of Diddy, ni dans le cadre du procès. Il y a quand même quelques éléments exclusifs comme les footage, les extraits de vidéos où on voit P. Diddy en train de parler avec son avocat. Il y a même un extrait où moi j'ai trouvé quand même que c'était assez bas puisque P. Diddy en fait dans ces extraits-là, il revient à New York sur demande de ses avocats et il décide d'aller se promener à Harlem pour se reconnecter avec sa communauté. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, après avoir salué les gens, après avoir embrassé les gens, avoir fait des hugs et autres, il repart dans sa voiture. Il est toujours filmé, je ne sais pas s'il s'en rend toujours compte. Et là, il dit « Oh là là, il faut vraiment que je me lave les mains et tout. J'ai besoin de gel hydroalcoolique parce que là, j'ai touché pas mal de gens et je me sens sale et j'ai besoin de prendre une douche, etc. » Bon, c'était petit parce que je pense que si on filme aussi 50 Cent dans un cadre intime comme ça, on aurait certainement des propos qu'il peut tenir aussi ou qu'il aurait pu tenir, qui auraient pu nous choquer de la même manière. Voilà, il y a quand même certaines séquences où on trouve que là, c'est vraiment, c'est un peu bas, c'est tapé en dessous de la ceinture parce que, bien évidemment, dans un cadre privé, on peut dire ce genre de choses. Non pas que je le cautionne, mais c'est quand même dit dans un cadre privé. Et pour moi, quelque part, il y a quand même un peu violation de l'intimité quand on se met à produire des séquences comme ça. Donc, comme je vous le disais, on ne comprend pas bien, vraiment, en tout cas moi, je n'ai pas bien compris l'intérêt de ce reportage. Après, c'est vrai qu'on a quand même deux témoignages qui sont tout aussi exclusifs. C'est le témoignage des membres du jury qui nous explique pourquoi ils en sont arrivés à cette conclusion. Et spoiler alert, je vais vous synthétiser rapidement ce qu'ils disent. Il y en a un qui dit, pour moi, par exemple, l'affaire de Cassie, c'était une question de violence conjugale. Et on n'était pas dans un procès de violence conjugale. Il était inculpé pour trafic sexuel, pour association de malfaiteurs et transport à des fins de prostitution. Et nous, en tout cas, moi, j'ai considéré, le jury qui a témoigné a considéré qu'il n'y avait pas d'association de malfaiteurs ni trafic sexuel à l'encontre de Cassie. Voilà. Et puis, il y a l'autre qui dit que pour lui, c'était juste une relation amoureuse un peu tumultueuse. Donc, il y a aussi la version du jury qu'on n'avait pas avant, puisque c'est une version de toute façon qu'on pouvait seulement avoir post-condamnation, post-procès, puisque pendant tout le procès, les jurys n'ont pas le droit de communiquer avec les médias. Avant, ils ne sont pas encore jurys. Donc, voilà, on pouvait avoir ce témoignage qu'à ce moment précis où il nous le fournit. Mais simplement, en réalité, pour ceux qui connaissent l'affaire,
il ne nous apporte pas vraiment d'éléments exclusifs. Sincèrement, de vous à moi, c'est ce que moi j'ai pensé et je trouve qu'on est beaucoup plus dans un règlement de compte, dans la poursuite de ce clash qui est décennal et on a l'impression qu'il veut lui donner un coup de massue. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est quand même un reportage qui est orienté. Et disclaimer, je ne soutiens pas P. Diddy. Non seulement je suis quand même censée être objective parce qu'en tant qu'avocate, je ne fais pas partie du procès, je n'ai pas le dossier, je ne suis pas avocate américaine, donc je ne peux pas prendre de parti pris. Il a été condamné, la justice américaine a fait son travail. Je ne suis pas là pour dire que je suis pour Diddy ou contre Diddy, même si je condamne vraiment la grande majorité des choses qu'il est supposé avoir faites, bien sûr. Cependant, j'ai quand même l'impression que le documentaire est franchement orienté, qu'il n'est pas objectif et qui se veut extrêmement accablant. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, premièrement, on va parler des témoins. Pour ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos, vous savez déjà, on a déjà abordé en tout cas le témoignage de plusieurs personnes. Ceux qui sont passés à la barre, mais aussi ceux qui ont rédigé des plaintes, notamment des plaintes civiles comme Lil Rhodes à l'encontre de P. Diddy. Parlant de Lil Rhodes, qui est une prétendue victime, je ne peux pas la considérer comme victime parce que la justice ne l'a pas considérée comme telle. Donc Lil Rhodes, c'est un ancien collaborateur de P. Diddy qui a travaillé avec lui sur son dernier album, il me semble, l'album Love. Et lui, il explique, il a porté plainte contre P. Diddy, plainte dans laquelle il explique avoir été abusé sexuellement par P. Diddy, il explique avoir été drogué, il explique avoir assisté à des fêtes dans lesquelles il y avait des mineurs et il explique aussi avoir assisté à une scène de crime. Et donc, il a déposé sa plainte civile et cette plainte a été tout bonnement rejetée par le procureur. Pourquoi? Parce qu'il y avait quand même certains éléments qui ne concordaient pas. Par exemple, il a considéré que lors des fêtes, il y avait des filles mineures. Il a produit leurs photos. Par la suite, les filles ont témoigné et il s'est avéré qu'elles n'étaient pas du tout mineures. Elles avaient 32 et 33 ans, il me semble. Deuxièmement, il atteste avoir assisté à des scènes de crime. Il produit également des photos et par la suite, on se rend compte que les photos ne sont pas issues des locaux de Bad Boy Records. En tout cas, il y avait un souci avec les photos. Et donc, le procureur qui cherche lui-même à, entre guillemets, faire tomber Diddy, à inculper Diddy, à le faire condamner, il rejette la plainte de Lil Rhodes parce qu'il considère que la plainte, les éléments qui sont produits ne sont pas concordants et ne permettent pas, en tout cas, d'attester les accusations qui étaient invoquées par Lil Rhodes. Donc, venir le faire témoigner alors qu'il a porté plainte et qu'on a découvert que pas mal d'éléments n'étaient pas concordants, je trouve que ça manque de sérieux quand même, parce que sa plainte a quand même été rejetée par le procureur, hein, pas par les défenseurs de Diddy, ni pas, par les procureurs qui sont censés poursuivre Diddy. Donc, ça veut dire qu'ils avaient tout intérêt à accepter cette plainte-là, mais ils ont considéré que les éléments n'étaient pas sérieux et concordants. Mais c'est quand même lui qui vient témoigner. On a aussi un témoignage qui est celui de Capricorn Clark. Capricorn Clark, qui est une ancienne secrétaire de P. Diddy. Et j'ai fait tout un épisode sur Capricorn Clark. Vous pouvez aller le voir. C'est l'épisode où elle atteste avoir été enlevée à plusieurs reprises par P. Diddy ou par ses collaborateurs. Donc, Capricorn Clark, elle fournit le même témoignage qu'elle a fourni devant la justice où elle explique avoir été enlevée, vraiment des éléments rocambolesques dignes d'un film. Elle a été enlevée, on lui a fait passer des tests au détecteur de mensonges pendant plusieurs jours dans un immeuble défectueux à New York. Enfin, vraiment des choses très terribles qu'elle a certainement vécues. Sauf que pendant le procès, la défense, hein, donc Marc Agnifilo et ses autres confrères, d'ailleurs j'ai encore une autre vidéo où je parle des avocats de P. Diddy, allez la consulter. Et donc Marc Agnifilo et ses confrères de la défense ont entre guillemets démonté pas mal de ces arguments-là et surtout ils ont prouvé que Capricorn Clark avait voulu
collaboré encore une dernière fois avec P. Diddy l'année dernière, soit en 2024. Et il me semble, quand il fait sa descente à Harlem, où il va à la rencontre de ses fans, comme on dit en anglais, he is greeting people, il va à la rencontre de ses fans. Apparemment, elle était là, si j'ai bien compris. Donc, ce qui discrédite complètement, puisque si vraiment elle avait souffert et qu'elle avait une dent contre P. Diddy, bah, elle ne serait pas là à demander à collaborer avec lui en 2024 et à faire des hugs aux fans quelques jours avant son procès. Bon, après, les psychologues et puis, je veux dire, la santé mentale est tellement complexe que ça n'enlève en rien le fait qu'elle ait subi des maltraitances. Il faut quand même le dire. Cependant, bon, les témoignages qui sont fournis, on peut dire, ne sont pas totalement des témoignages qui sont sérieux. C'est surtout celui de Lil Rhodes, parce que Capricorn Clark, quand même, je pense que je peux dire qu'on peut quand même dire c'est sûr qu'elle a vécu des choses terribles. Voilà, c'est sûr. Ah, peut-être que par la suite, elle s'est discréditée, d'accord? Mais moi, je pense que quand même, elle a certainement dû subir des choses. Et donc, voilà, je respecte quand même cela. Et globalement, toutes les personnes qui témoignent dans ce documentaire ne sont pas toutes des personnes qu'il faut prendre au premier degré. Moi, en réalité, je vais vous dire sincèrement, ce qui m'a le plus choqué dans ce documentaire et ce que j'ai trouvé peu sérieux, c'est les accusations indirectes qui sont faites, qui insinuent que P. Diddy aurait commandité, premièrement, le meurtre de Tupac Shakur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un rappeur de la côte ouest des États-Unis qui était un rappeur à succès, d'accord, qui avait signé auprès d'un label qui s'appelle Death Row Records, directement concurrent de Bad Boy Records. Donc, on accuse Sean Combs d'avoir prémédité sa mort à la fin des années 90 et d'avoir orchestré indirectement également la mort de son propre chanteur qui est Biggie Smalls. Pourquoi je trouve ça peu sérieux et orienté? Alors, premièrement, concernant la mort de Tupac, il y a eu pas mal de documentaires, notamment même un épisode de Cold Case. Un enquêteur qui, depuis plusieurs années, travaille sur le meurtre de Tupac, donc qui ont orienté l'enquête vers Suge Knight. Suge Knight qui est le propriétaire, fondateur du label Death Row Records. Donc, pour faire court, ces enquêtes, ces séries documentaires fictifs et inspirés de la réalité, et l'enquêteur qui, lui, a travaillé sur l'affaire pendant plusieurs années, a considéré que c'était certainement Suge Knight qui avait prémédité, commandité le meurtre de Tupac. Pour rappel, quand Tupac est assassiné, je ne peux pas refaire toute l'histoire, sinon vraiment la vidéo va durer super longtemps. Mais pour le reste, vraiment, je vous renvoie d'autres vidéos, même reportages sur Netflix qui traitent le sujet de la mort de Tupac en détail. Netflix ou autres d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de reportages sur le sujet. Mais pour faire court, au moment où Tupac est assassiné dans sa voiture, il reçoit plusieurs balles. Et Suge Knight, il me semble, n'en reçoit qu'une ou n'en reçoit quasiment pas. Et donc, présume cette enquête, c'est que Suge Knight aurait orchestré la mort de Tupac Shakur parce que Tupac Shakur lui réclamait des millions de dollars de royalties. Il n'était pas en mesure, il n'aurait pas été en mesure, j'utilise le conditionnel parce qu'il n'y a pas eu de procès à l'encontre de Suge Knight sur le sujet, bien que Suge Knight soit aujourd'hui en prison, d'accord? Il a été emprisonné, il me semble, pour avoir été impliqué dans un meurtre. Sauf que dans ce documentaire-là, tout nous dit que c'est P. Diddy qui aurait orchestré le meurtre de Tupac Shakur. Donc, dans ce documentaire, toutes les pistes qui accuseraient Suge Knight comme étant le commanditaire du meurtre de Tupac sont mises de côté. Elles ne sont même pas évoquées 2 secondes, alors que c'est quand même des pistes qui sont relativement connues. Si ce n'était pas un documentaire à charge, ils auraient certainement évoqué la piste de P. Diddy, mais ils auraient également évoqué celle de Suge Knight. Mais on n'en parle même pas, alors que c'est quand même une piste qui a été, qui est connue, d'accord, et qui
qui normalement devrait être évoqué si on était vraiment dans un documentaire objectif. Il faut aussi dire que les accusations à l'encontre de P. Diddy ne sont pas gratuites puisqu'elles sont corroborées par l'arrestation d'un homme en 2023, Keffe Dee. Je vous explique. Donc, Keffe Dee, c'est un ancien membre de gang de la rive ouest des États-Unis. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la rive ouest, la côte est, la côte ouest. Sur la côte ouest, vous localisez des États et des villes comme Las Vegas, la Californie, Los Angeles, Beverly Hills, etc. Long Beach, d'où vient d'ailleurs le rappeur Snoop Dogg. Et sur la côte est, vous avez des États, des villes comme des États comme New York, le Massachusetts, dans lequel vous trouvez Boston, ou encore des États comme le Maryland, etc. Juste pour vous donner une idée, grosso modo. Donc sur la côte ouest, du côté de Los Angeles, Las Vegas, etc., il y a des gangs. Et il y a un gang qu'on appelle les Crips. Il me semble, dites-moi en commentaire si je me trompe, que Keffe Dee est un membre des Crips, un gang qui est affilié qui aurait eu en tout cas des affiliations avec P. Diddy. Et ce qu'il nous explique, c'est que P. Diddy aurait proposé donc aux membres de ce gang, notamment à Keffe Dee, d'assassiner Tupac pour $1 million. Ce qu'ils auraient fait à l'occasion d'une soirée après un match de Mike Tyson. Et donc, dans le cadre d'un accord confidentiel. Vous savez, aux États-Unis, il y a beaucoup d'accords entre le procureur et les impliqués. La justice est faite d'accords aux États-Unis. Okay. Et donc, il me semble que Keffe Dee avait été inculpé pour une histoire de drogue, une histoire qui n'avait rien à voir avec l'affaire de P. Diddy, et qu'on lui a proposé sa libération s'il donnait des informations, mais c'était censé être confidentiel. Et je crois qu'il n'a pas bien compris l'accord que lui proposait le procureur, ou son avocat ne lui a pas bien expliqué, puisque après cette audition, il est allé sur les plateaux télé pour expliquer le contexte de la mort de Tupac, ce qui a conduit à son arrestation en 2023 parce qu'il n'était pas censé révéler ces informations de manière publique. Donc voilà ce que nous explique Keffe Dee. Il aurait donc assassiné Tupac, enfin son neveu aurait assassiné Tupac, lui aussi était dans la voiture, après que P. Diddy ait mis la tête de Tupac à prix à $1 million. Donc les accusations du reportage ne sont pas totalement infondées, dans le sens où il y a quand même quelqu'un qui a été mis aux arrêts et qui est dans l'attente de son procès qui aura lieu en février 2026. Il devait avoir lieu, ce procès, il me semble, en décembre 2025, mais il a été reporté, ses avocats ayant demandé plus de temps pour organiser sa défense. Il y a quand même quelqu'un qui atteste avoir été engagé par P. Diddy pour assassiner Tupac Shakur. Et je pense que comme beaucoup d'entre vous qui connaissent cette théorie selon laquelle P. Diddy aurait assassiné Tupac, on se demande pourquoi, depuis lors, P. Diddy n'a pas été poursuivi pour le meurtre de Tupac. Les fédéraux, quand même, essayent de l'avoir, de le condamner depuis longtemps. Je pense que s'ils avaient assez d'éléments pour pouvoir l'inculper puis le faire condamner pour le meurtre de Tupac, ils l'auraient fait. Donc je pense que dans cette version, il y a peut-être quelque chose qui pêche. Est-ce que c'est vraiment P. Diddy qui a prémédité? Ou en tout cas, est-ce qu'on a assez d'éléments pour le dire? Parce que si c'était le cas, il me semble que P. Diddy aurait été inculpé également. Alors, est-ce que l'objectif de ce documentaire est de faire inculper P. Diddy pour le meurtre de Tupac? On se le demande. Puisqu'il a déjà été condamné pour trafic sexuel, pour tous les abus qu'il aurait pu faire dans le cadre de son activité au sein de Bad Boy Records, les agressions sexuelles, le trafic d'êtres humains à des fins de prostitution, l'association de malfaiteurs. Il y a déjà eu un procès dessus. Alors, est-ce que l'objectif, c'est de donner le coup de grâce et de permettre à ce que P. Diddy soit inculpé pour le meurtre de Tupac? Je vous laisse me le dire en commentaire. Après, pour le mot de la fin, il a été aussi accusé d'avoir prémédité le meurtre de Biggie Small, puisque quelques mois après, environ 5-6 mois après le meurtre de Tupac, il envoie son artiste qui vient du label
rival, qui est à ce moment-là accusé aussi d'avoir orchestré le meurtre de Tupac. Il l'envoie dans l'arène de la côte ouest pour faire la promotion de son album, il me semble, ou à l'occasion d'un événement. Et ce qu'ils nous disent dans ce reportage, c'est que P. Diddy fait tout pour que Biggie Small reste dans la ville, malgré que ce dernier avait exprimé un mal-être du fait de l'assassinat de Tupac. Et il avait l'impression que quelqu'un en voulait à sa vie, donc il voulait partir de la ville. P. Diddy l'aurait maintenu dans cette ville, jusqu'à ce qu'il soit assassiné. Encore une fois, pour moi, c'est léger. Je ne dis pas que P. Diddy ne l'a pas fait, mais je trouve juste qu'il n'y a pas vraiment d'éléments matériels pour l'attester au point de pouvoir comment dire, le supposer comme ça dans un documentaire. Je ne dis pas que tout est à jeter dans ce documentaire, absolument pas. Alors, peut-être que j'ai cette vision des choses parce que je connais bien l'affaire P. Diddy. En tout cas, j'estime avoir travaillé dessus, donc avoir quand même certains éléments. Donc, il y a pas mal de choses que je connaissais déjà. J'ai pas appris grand-chose, entre guillemets. Alors, est-ce que c'est parce que je connais pas mal l'affaire que j'ai l'impression que le document n'apporte pas grand-chose ou que le documentaire n'apporte pas grand-chose ou qu'il n'est pas sérieux? Mais en tout cas, pour moi, il est à minima accablant, il est à charge. Donc oui, il y a de très bonnes choses et je pense que c'est un bon documentaire pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire Sean Combs et qui ne connaissent pas le personnage, la personnalité de P. Diddy, son parcours, son histoire, etc. Mais après, quel est l'objectif? Je n'ai pas vraiment compris. Pour moi, en tout cas, l'objectif, c'est de donner un coup de massue et de permettre d'autres condamnations. Mais ce n'est certainement pas, comme l'a dit 50 Cent sur quelques plateaux de télé, simplement pour donner la parole aux victimes et pour laver le hip-hop de toutes les malversations de P. Diddy. Pour moi, c'est un documentaire qui est intéressé. Peut-être que je me trompe et c'est là que j'ai besoin de votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez sincèrement en commentaire. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Scandale et Justice et je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo. Je compte sur vous et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.